Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde, préalablement enregistré. Nous sommes en plein cœur de l'été. Et dans ces estivales de géopolitique sur Radio Courtoisie, nous avons tenu à produire des contenus originaux, jamais diffusés à l'antenne jusqu'à aujourd'hui. Parisiens, parisiennes, les JO vous éreintent. Nous n'allions pas en plus déserter les ondes. Aussi, nous vous offrons cette respiration de l'esprit du samedi matin à 9h. Merci à Lara Stam qui m'assistera aujourd'hui, co-réalisatrice de cette émission. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Je remercie Jocelyn pour la réalisation technique de ce libre journal. Je voudrais bien, chers auditeurs, poser questions, observations, remarques exclusivement par courriel électronique. Nous ne manquerons pas de vous répondre avec notre invité du jour. Pour mener à bien notre entretien, j'aurai la chance de bénéficier une fois encore du concours expert et bienveillant de Laurent Arthur Duplessis, journaliste, géopolitologue, patron d'émission du Libre Journal de la Crise sur Radio Courtoisie. Bonjour Laurent. Bonjour Nicolas. Une émission aujourd'hui au seul format du Grand Angle. Vous pouvez me retrouver par ailleurs et durant tout l'été, du lundi au vendredi, en direct à 13h sur GPTV pour notre revue de presse quotidienne, en compagnie de Raphaël Beslu, le directeur de la rédaction du magazine de géopolitique profonde. Peut-être avant la présentation et les échanges avec notre invité, je me tourne à ma gauche et à ma droite pour les deux personnes avec qui je suis dans le studio, faire quelques commentaires, puisque nous enregistrons un dimanche. Demain, c'est la convention américaine au Milwaukee pour les Républicains. Voilà. Et puis, il y avait... hier, ou cette nuit, dirons-nous, pour la France. En fin d'après-midi pour les États-Unis. Un meeting en Pennsylvanie. Et puis il y a eu cet attentat contre Donald Trump, dont il est sorti... j'ai 3 commentaires et après je vous laisserai à l'un et à l'autre la parole, avant d'échanger avec notre invité. 3 commentaires. D'abord, pour exprimer le côté miraculeux, parce qu'on a une tendance tous à chercher des causes cachées, masquées. Il y en a peut-être d'ailleurs dans cet attentat, c'est pas le sujet. Mais de toujours imaginer des éléments de ce monde pour tout expliquer. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui sont de l'ordre du miracle, qui sont de l'ordre de la grâce, même je dirais. Et d'ailleurs, on peut remarquer que dans les commentateurs politiques français qui sont tout de suite intervenus suite à cette information d'attentat, il y a une des responsables politiques, j'en dis rarement du bien, donc autant le dire cette fois-ci, c'est Marine Le Pen qui a parlé de miracle. Elle a, à mon avis, eu parfaitement raison. Un autre parle du fait que c'est un homme, un véritable gladiateur, ce Donald Trump. Bah oui, il y a un aspect héroïque dans l'Amérique. Et j'ai envie de dire, si on le met en apposition avec le spectacle affligeant que donne la classe politique française aujourd'hui, on est saisi de la différence. On peut toujours parler du déclin, de la décadence de l'Empire américain. On voit qu'il y a un ressort, une force dans ce pays encore aujourd'hui. Et puis la dernière remarque, et je vous laisse tout de suite la parole, c'est tout de suite, on nous a expliqué, c'est la démocratie qui est atteinte, c'est la démocratie qui est touchée. De Macron à Zelensky, en passant par Van der Leyen, et puis tous les mondialistes. Bien sûr, c'est pareil, quand on décapite un prof, c'est la République qu'on veut atteindre. Non, c'est pas la République qu'on veut atteindre. D'abord, on tue un homme, ensuite on tue un prof pour la République. Là, on a tenté de tuer un candidat, et pas des moindres, à une élection. Et il faut d'abord se recentrer sur quelque chose qui est un minimum incarné et pas hors sol, comme peut l'être la République ou la démocratie. Donc ça, c'était le 3e point que je voulais évoquer. Éventuellement, je ferai un dernier commentaire, mais je vais vous laisser d'abord, peut-être, Laurent, Arthur Duplessis, un élément de commentaire sur ce qui s'est passé. Oui, c'est un événement d'une très grande importance politique, en fait, parce que l'attitude de Donald Trump, qui venait d'être atteint par une balle qui lui a écrêté l'oreille droite, et donc le service secret l'a couché derrière une barrière, il s'est relevé très vite. Et alors que les hommes du service de sécurité voulaient l'emmener
tout de suite en dehors du champ de tir, pourrait-on dire. De la ligne de mire, comme dit Biden, mire. comme avait dit Biden quelques jours avant. Oui. Eh bien, lui, Trump, alors que le sang dégoulinait sur son visage, parce que ça saigne beaucoup, une blessure à l'oreille, hein, il brandissait le poing en disant « fight », ce qui veut dire « battez-vous ». Il a dit « fight », je crois, 3 fois. Après, il brandissait le poing. Et il résistait même, d'ailleurs, aux hommes du service de sécurité qui voulaient tout de suite l'éloigner. Mais lui, non, il voulait quand même rester encore pour dire « fight ». Et là, il y a eu cette liesse de ceux qui assistaient au meeting, absolument incroyable, et qui se sont mis à scander « USA, USA oui. ». Je suis désolé, on est sur Radio Courtoisie. Oui, oui. Il faut quand même relater ce qui... Parce que la foule qui elle-même s'était couchée, en entendant, il y a eu 8 détonations tout de même, hein. 8 détonations. Le tireur qui voulait tuer Trump, on a... C'est 3 ou 5, c'est ça? On ne sait pas encore très bien. Le service de sécurité, je crois, c'est une détonation. C'est celle du tireur d'élite qui était sur le toit. Le tireur d'élite des services secrets, des services d'enseignement et des services de sécurité, et qui a abattu, on le voit d'ailleurs, hein, il y a une image, on le voit, le tireur d'élite du service de sécurité qui a abattu sur l'autre toit l'assassin, enfin, et d'un seul tir. Hein. Mais l'assassin a tiré plusieurs balles et probablement 7, en fait. Alors, comme vous dites, c'est miraculeux, parce que cette balle qui arrive là sur le sommet de l'oreille et qui écrète ce sommet de l'oreille, elle est à un demi-centimètre de la boîte crânienne. Et comme vous dites, c'est miraculeux, parce qu'il fallait de très peu que ça atteigne la boîte crânienne. Il faut préciser qu'il y a eu un mort, je crois, 2 blessés graves dans la foule. Le mort, c'est une balle dans la tête. Hein. Oui. Alors, effectivement, la foule se couche en entendant ces détonations, puis en voyant l'ex-président couché par son service de sécurité, etc. Mais lui, il se relève, et ça, c'est prodigieux, parce qu'il se relève, il tend le poing, il dit « fight ». La foule se relève, et mue par un enthousiasme incroyable, entonne à la suite de Trump des rengaines victorieuses. Et alors, le pouvoir galvanisateur de Trump, et je dirais ce tempérament de boxeur, pourrait-on dire, c'est-à-dire cette façon extraordinaire, alors qu'il vient d'être effleuré par une balle, qu'il a failli mourir, cette façon extraordinaire de défier, si je puis dire, le sort et de défier le danger, alors même que les hommes du service de sécurité, ils font ce qu'il faut faire aussi à ce moment-là, c'est non seulement barrière avec leur corps, leur buste, etc., mais aussi ils lèvent le bras pour empêcher d'éventuels projectiles d'atteindre le président, soit des projectiles lancés du côté par la foule. Oui, on protège tout de suite la tête. Voilà. Étrangement, il n'y avait pas ce que l'on voit en France, ces espèces d'attachés-caisses qui se déplient, qui sont des pare-balles. Vous savez qu'on s'interroge déjà, mais là on évitera les commentaires trop hâtifs, puisque ça vient de se passer et que l'émission ne passe pas tout de suite. Donc on peut faire un descriptif immédiat, et notre ressenti, mais pas au-delà. Il n'y avait pas cet aspect, ce pare-balles. Voilà. Et alors, d'ailleurs, on peut se demander pourquoi il n'y avait pas devant le micro de Trump un écran de verre par balle. Ils ont ça en général ? Ah ben, c'est tout à fait au point techniquement, ça. D'autant que le tireur avait une arme semi-automatique, mais qui n'était pas des plus terribles. Non, c'était un 22 long rifle, paraît-il. Non, je crois que c'était un peu plus gros. Ouais. Mais pourquoi il n'y avait pas ça? Et puis alors, je vais vous dire, LCI, que je surnomme LCU, oui. avait tout de même un schéma très intéressant cette nuit. Parce que, figurez-vous que tout ça se passe dans un endroit très rural. Ce sont des installations agricoles, vous avez des hangars. Et ce n'est pas du tout un endroit urbain, c'est un endroit très dégagé. Or,
le périmètre de sécurité, ça a été déjà dénoncé très vite, ça. Le périmètre de sécurité n'englobait pas ce hangar qui était à 150 mètres de Trump et sur lequel était juché le tireur. Et pourquoi, alors que c'était un milieu rural et qu'il était si facile de dilater le périmètre de sécurité jusqu'à ce hangar et de l'englober, ce hangar. Et ça n'a pas été fait. On se demande bien pourquoi. Alors on parle d'incompétence. Bon, parlons d'incompétence, mais ils ne sont pas incompétents, le service de sécurité américain. Et d'autre part, le tireur qui voulait abattre Trump a été repéré par des gens du public qui l'ont vu effectuer des reptations sur le toit pour prendre position et qui ont appelé les services de police locaux pour les prévenir qu'il y avait un type sur le toit. Et les policiers ont dit oui, mais on a reçu un certain nombre d'appels, etc. Et donc, on a pris acte et on voulait examiner la chose. Bon, c'est quand même très bizarre. Et donc, il y a là une suite de choses étranges qu'on peut attribuer à l'incompétence et à la négligence, mais sans être d'un complotisme délirant, qu'on peut peut-être soupçonner tout de même de procéder de l'intention de provoquer la mort de Trump. En tout cas, que celui qui ait été abattu 20 ans, O'Connor, ou je ne sais quel nom, qui restera dans l'histoire, comme quelqu'un qui a commis un attentat raté, ils sont nombreux, parce que loin s'en faut, ils ne périssent pas tous. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, Fico, des balles à bout portant dans le ventre, le Premier ministre de Slovaquie, eh bien, il a pu survivre. Et puis, il y a Jean-Paul II, il y a Ronald Reagan, il y en a beaucoup d'autres. Il faut rappeler qu'il y a eu 4 présidents américains assassinés, mais vraiment assassinés, et pas simplement ayant fait l'objet de tentatives, mais morts sous les balles. Il n'y a pas que Jeff Fitzgerald. En 2 siècles d'une courte histoire américaine, ça fait beaucoup, 4 en 2 siècles. Hein. C'est beaucoup. On est assez d'accord. Quoi qu'il y en a eu quelques-uns en France aussi, à une époque. Lara, c'est votre tour de commenter, et après on passera à autre chose, puisque de toute façon, on a quand même un invité principal, je le rappelle, et même si, en général, un grand angle, c'est pas plus de 45 minutes, on profite cet été pour avoir un peu plus de temps avec notre invité, même si on peut évidemment commenter un peu l'actualité au préalable. Moi, j'aimerais rajouter que c'est le deuxième miracle après Fico, parce que Fico, 5 balles prises, et d'ailleurs le tireur américain, il a tiré 5 fois, d'après les services russes d'information. Ah oui. Donc il y a déjà une petite similitude. Une deuxième similitude, c'est que le tireur en Slovaquie, qui tentait d'assassiner le président Fico, était un supporter ukrainien et pacifiste par ailleurs. Donc ce sont des pacifistes qui tirent à balles réelles. Poète et pacifiste. Il a trouvé qu'à un moment donné, les mots ne suffisaient plus, les balles Il était en concubinage avec une réfugiée ukrainienne, et sur sa page Facebook florissaient en fait les soutiens à l'Ukraine. Cette autre similitude avec le tireur américain de 20 ans qui, sur sa page Facebook, affichait Stand with Ukraine, etc. Donc, qui, pareil, étant pacifiste, souhaitait l'arrêt de la guerre et soutien à l'Ukraine. Enfin, c'est quand même étrange. Il y a une autre étrangeté dans le récit, cette fois-ci de notre côté, c'est-à-dire en France. Moi, ce qui me surprend, c'est que quand je lis les médias russes, j'apprends que c'est un candidat à la présidentielle, ce qui est normal, c'est-à-dire le futur candidat potentiellement des États-Unis. Quand on se retourne vers le récit français, c'est l'ex-président des États-Unis. Oui. Et ça, c'est assez troublant, parce qu'il n'est pas l'ex-président des États-Unis, c'est un candidat réel et effectif et actif pour une présidence future. C'est vrai. Et qui allait être investi le lendemain. Et qui normalement, voilà. La convention, a eu lieu le lendemain. Et ça, je voulais souligner, c'est quand même très étrange, parce que aussi bien BFM, LCU, CNews, même CNews, ils parlent de l'ex-président Trump. Voilà. Et ça, c'est pas une qualité actualisée. Mais alors, vous vous rendez compte comme la destinée a détourné ce tir en faveur de Trump, parce que l'héroïsme qu'il a manifesté, le sang-froid, la pugnacité, le panache
Le panache, clairement le panache. Extraordinaire panache. Imagine-t-on Biden dans cette situation? Non, mais peu d'hommes sont capables. D'ailleurs, il est impossible de prévoir sa propre réaction. C'est ce qu'on appelle un tempérament de guerrier, ou de boxeur, enfin, suivant l'expression qu'on aime employer. C'est un tempérament de guerrier. Et alors, effectivement, ça montre aussi sa vitalité, parce qu'à 78 ans, alors qu'on n'arrête pas de rappeler le même âge quasiment avec Biden. Et que là, parce qu'avec un choc émotif pareil à 78 ans, il trouve une puissance d'énergie pour se dresser, résister même aux hommes de la sécurité qui ne sont pas dégringolés, qui veulent le déplacer déjà, et brandir le poing, etc. Il faut quand même une sacrée vitalité. Alors, ça fait de la publicité pour le golf, parce que c'est un joueur invétéré de golf, et c'est vrai que le golf, ça entretient aussi. Enfin, il doit y avoir il doit y avoir la génétique aussi là-dedans. Et puis alors, le Parti démocrate a tout de suite stoppé sa campagne. Et la campagne, elle était à charge contre Trump. Et ils n'ont pas osé continuer à envoyer sur le moment des slogans anti-Trump après ce qui venait de se passer. Et effectivement, l'héroïsation complète du candidat Trump a fait que déjà un journal américain a titré « Trump vient de gagner l'élection ». Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Oui. Mais c'est pour dire... Il peut encore se passer des choses au mois de novembre. Parce que là, c'était qu'une tentative. C'est pour dire... Parce que des tentatives pour le neutraliser, il y a eu des tentatives médiatiques, et c'est pas nouveau. Alors, judiciaire, plus que juridique, judiciaire, il n'est pas exclu qu'il soit jeté encore en prison à la rentrée de septembre. Il y a eu un léger report sur... Alors, ça n'empêchera pas de... Mais oui, il pourrait quand même se présenter, même derrière les barreaux. Et vous avez remarqué une chose, toutes les tentatives judiciaires n'ont fait qu'augmenter sa cote de popularité. Là, cette tentative d'assassinat va faire bondir, je suis sûr que ça va faire bondir sa cote de popularité. Non, mais ça fait héroïque, ça fait super-héros. Trump super-héros. Et il ne reste plus qu'à le jeter en prison. Alors là, ça sera complet, parce qu'il va encore monter dans les sondages. Alors vous savez que durant la nuit, parmi les internautes, on ne va pas les appeler les sociopathes, mais en tout cas les spécialistes des réseaux sociaux, beaucoup ont tout de suite, et ça c'est vraiment la plaie, c'est une véritable lèpre sur les réseaux sociaux, cette espèce de délire complotiste permanent, où certains ont tout de suite dit c'est une mise en scène. Oh là. Mais ça, les mises en scène, la France, encore une fois, on est spécialiste, puisqu'on a eu l'Observatoire avec François Mitterrand, qui en effet, alors qu'il était vraiment, après les expériences de la 4ème République, au fond du trou politique, et il a cru, par cette mise en scène désastreuse d'une tentative d'assassinat, il avait été ministre de l'Intérieur quand même sous la 4ème République, d'ailleurs il n'était pas spécialement à Algérie indépendante, si mes souvenirs, enfin peut-être pas mes souvenirs, j'étais pas né, mais en tout cas si j'ai lu dans les livres d'histoire Algérie française, il était plutôt lié à Algérie française. Ce qui ne nous a pas empêché, peuple de France, d'élire en 81 un homme qui est capable de produire ce type de mascarade. Moi, ça me laisse très dubitatif. On parle des élections aujourd'hui, mais je suis très dubitatif de la démocratie française. De pouvoir élire quelqu'un qui, quelques dizaines d'années auparavant, enfin, quand on est capable d'organiser un attentat contre soi, est-ce que vraiment on est habilité et crédible pour être candidat à une élection présidentielle ? Je pense que ça, par contre, ça existe aussi. Alors, je voudrais juste apporter une remarque technique quand même, c'est qu'il faut être un sacré bon tireur pour à 150 mètres de distance faire passer une balle sur la crête de l'oreille de Trump sans lui fracasser le crâne. Ils vont vous expliquer que c'est une balle virtuelle. C'est comme les avions dans les tours. Vous savez, il n'y avait pas d'avion. Trump s'est fait une petite entaille tout seul. Voilà. Mais en réalité, pour Trump, c'est un coup de chance phénoménal. Alors voilà, coup de chance, et moi je dirais miracle et grâce. Miracle. Voilà, absolument. Le bon Dieu ne voulait pas que la balle aille dans son crâne, dans le crâne de Trump. Le bon Dieu voulait mettre l'arme entre les mains de quelqu'un qui allait rater sa cible, comme ça s'est passé avec Fisso. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des images qui frappent des esprits et qui montrent que quand on est contre la guerre, quand on est pour les négociations dans ce conflit russo-ukrainien, on subit des attaques.
Eh bien justement, ça tombe bien. Si vous en êtes d'accord, on va arrêter là nos commentaires dans l'entre-nous, mais ça c'est normal, priorité toujours à ce qui se passe dans le studio, mais ce qui ne va pas nous empêcher maintenant de nous projeter vers la personne qui est notre invité principal aujourd'hui. Et ça tombe très bien, parce que je vais en parler parce que je vais parler un petit peu de lui pour le présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie, pour ceux qui ne le connaîtraient pas en tout cas. Il n'a pas qu'une expérience, comme son livre, le titre sur l'Ukraine, mais aussi en tant qu'entrepreneur aux États-Unis. Il connaît très bien les États-Unis et un certain nombre de milieux justement militaires ou d'enseignement américain. Donc je pense que ce qu'il aura à nous dire sur ce sujet, dans un premier temps, nous allons l'écouter. On essaiera quand même de développer un peu son ouvrage et ne pas rester totalement fixé. Comme vous savez, ces mauvais footballeurs qui sont attirés tout de suite par le ballon, il faut se faire des passes et puis à un moment donné dire que bon, on aura d'autres moments pour commenter cela. Moi d'ailleurs, il y a certains commentaires que je n'ai pas fait sur cet attentat que je ferai plus tard dans une autre émission. Notre invité du jour, chers auditeurs de Radio Courtoisie, dans ce libre journal de géopolitique profonde, préalablement enregistré, mais il n'y a pas si longtemps que ça, vous le voyez, hein, l'attentat il a eu lieu il y a 2 semaines. Eh bien, c'est Thierry Laurent Pellé, entrepreneur en série, c'est amusant, et géopolitologue influent à ses heures perdues, comme il aime à le dire lui-même. Il a commis un ouvrage en auto-édition, Ukraine, entrepreneur espion malgré lui, tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Déjà, Thierry Laurent Pellé, eh bien, je vous salue, bienvenue sur Radio Courtoisie. Écoutez, dans la tradition russe, je vais d'abord saluer Lara. Добрый день, Lara. Откуда тебя в России? Здравствуйте. J'ai pas entendu la phrase d'après. Vous venez d'où en Russie? Я из Еревана, но у меня мама русская. Je viens de Yerevan et c'est ma maman qui est russe. Ah, d'accord. Parce que j'ai entendu un petit accent. Oui. Donc, je voudrais saluer tout le plateau et je voudrais vous remercier de m'accueillir aujourd'hui pour discuter de l'ouvrage que j'ai dû écrire et qui résume 10 ans de ma vie et les 10 ans qui ont suivi derrière. Exactement. Alors, ceci dit... Attendez, si vous voulez bien, juste 2 secondes. Je vous présente pour les auditeurs et après, je vous laisse librement la parole. Si vous le voulez bien, Thierry Laurent Pellé, on commencera sur l'attentat et après, on reviendra sur l'ensemble de votre, à la fois carrière, vie à la fois aux États-Unis, en Ukraine, et tout ce que l'on peut dire là-dessus. Et puis, on aura d'autres occasions certainement de vous connaître. Juste quelques petits éléments vous concernant pour que les auditeurs comprennent bien à qui nous avons affaire. Et après, vous aurez bien sûr votre libre parole. Polyglotte, justement, bah oui, français, anglais, espagnol, russe. Voilà pourquoi il avait détecté ce petit accent. Vous avez des connaissances approfondies dans de nombreux domaines. Vous avez vécu 8 ans aux États-Unis, 9 ans en Ukraine. Vous avez participé à de nombreux forums économiques internationaux. Vous faites des conférences géopolitiques. D'ailleurs, la géopolitique, vous êtes tombé un peu dedans en cours de route parce que ce n'était pas nécessairement la première chose qui vous passionnait dans la vie en tant qu'entrepreneur. Et puis, évidemment, il y a cette rupture géopolitique majeure avec Maïdan en 2014. Il y a cette plongée dans le chaos, comme vous le dites, à ce moment-là, avec ce coup d'État, alors que vous êtes ukrainien, à ce moment-là, enfin ukrainien, vous vivez en Ukraine, et vous vous retrouvez parachuté dans un monde inconnu, qui est en effet celui, entre autres, de la géopolitique. Au hasard de vos publications et rencontres, vous êtes invité dans différents forums économiques à travers le monde, pendant lesquels vous cherchez à influer, à influencer, parfois en réussite, vous nous le direz, vos différents interlocuteurs, toujours dans le sens, et ça il faut le dire dès le départ, de la paix, malgré les différences d'intérêts des pays auxquels vous avez pu appartenir dans le passé. Donc on parlera des États-Unis, de l'Ukraine, de la Russie, et peut-être même au-delà. Mais je vous laisse la parole et pour vous dire, dans un premier commentaire, bien sûr, vous pouvez interréagir par rapport à ce que vous avez entendu sur ce plateau autour de cet événement donc, qui nous a saisis la nuit dernière. Thierry Laurent Pellé. Alors, tout d'abord, il y a une version du livre en anglais qui est éditée par des amis de Tucker Carlson et qui est recommandée et présentée sous forme d'introduction dans le livre par l'équipe d'Oliver Stone, Igor Lopatonok, qui a été l'organisateur de l'interview entre Vladimir Poutine et Tucker.
et Général Vallely, qui m'a inclus dans son groupe d'intelligence depuis plusieurs années, à qui j'ai pu expliquer ce qui se passait en Ukraine depuis les années 2016. Et donc j'ai dû passer au crible d'un spécialiste de la Russie. Vous pouvez nous préciser, Thierry, qui est le général Vallely pour les auditeurs de Radio Courtoisie, parce que c'est pas n'importe quel général. Ah oui, tout à fait. Alors, Général Vallely était en charge de l'unité pacifique. Il a été en charge de la sécurité de la frontière entre le Mexique et les États-Unis sous la gouvernance de Trump. Et d'ailleurs, à ce propos, je lui ai remis un certain nombre de courriers qui expliquaient un petit peu comment la sécurité des États-Unis était mise en défaut à cause de l'Ukraine. Donc, c'est quelqu'un qui me fait confiance. Nous avons plusieurs amis en commun. Ce sont des amis qui sont liés à mes activités professionnelles. Et c'est un petit peu surprenant, d'ailleurs, que je puisse me retrouver catapulté dans ce monde, parce que ce n'est pas ce à quoi je me destinais. C'est ça. Donc, Général Vallely, comme je le précisais au préalable, m'a inclus dans son groupe d'intelligence, dont fait partie le général Flynn, qui a été en charge donc, du ministère des Armées sous Trump. Vous avez le colonel McGregor, vous avez le général McInerney, qui a été en charge de l'US Air Force en Europe, plus un certain nombre de journalistes liés aux militaires, comme Todd Woods, qui est un très proche de Tucker Carlson, etc. etc. Donc, ces gens-là m'ont fait confiance et je leur ai expliqué ce qui se passait véritablement en Ukraine et la raison pour laquelle rentrer en conflit à l'intérieur de ce pays en supportant les Ukrainiens, c'était à l'encontre des intérêts des États-Unis et de l'Europe. Alors, je voudrais faire un petit commentaire sur ce qui s'est passé cette nuit, en tout cas pour nous. Oui. C'est que, tout d'abord, il y a eu 9 coups de fil. Un coup de fil, peut-être même plus. 9 coups de feu. Donc, il y en a eu 7 par le tireur. D'accord. Un tir sourd que je ne peux pas identifier parce que je n'ai pas tous les éléments. Et 10 secondes après la fusillade, il y en a eu un dernier. Est-ce que ça n'a pas été le coup de grâce sur le tireur? Je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas assez d'éléments. Ceci dit, j'en ai discuté avec un ancien de la DGSE ce matin et quelqu'un du ministère de l'Intérieur, pareillement, pour analyser les différents sons qu'on a pu entendre. D'accord? Alors, c'est un événement tragique, mais il faut le situer dans son contexte géopolitique. Qu'est-ce qui s'est passé les 8-10 derniers jours? On a Viktor Orban qui a pris la direction de l'Europe, qui est allé visiter Vladimir Poutine pour mettre en place une négociation entre les États-Unis et la Russie. Ensuite, il est allé visiter l'ancien président Trump et futur candidat à l'encontre du désir de l'Union européenne, puisque ça lui a été extrêmement reproché. Et il y a même des pourparlers au sein même de la Commission européenne et du Parlement européen pour l'exclure de la direction européenne pour les prochains 6 mois. Oui. Donc, on a un tireur qui est supposé être affilié au support de l'Ukraine. On a ces négociations qui sont rejetées en masse par les gens qui gèrent l'Europe. On peut voir une espèce de collusion d'un événement géopolitique qui aurait été une véritable bascule pour le monde. Alors, Trump s'en est sorti, je dirais, avec une chance extraordinaire, parce que vu le nombre de balles qui a été tiré, c'est quand même hallucinant qu'il puisse être passé à travers. John Fitzgerald Kennedy n'a pas eu la même chance. Et on voit la pugnacité de cet homme qui, malgré le fait qu'il se retrouve agressé avec sa vie en ligne de mire, se lève en disant non, vous ne m'abattrez pas. Et je peux dire, je ne dirais pas avec certitude, mais avec 99% de chance, c'est que Trump a déjà gagné les élections. Et c'est une nouvelle extraordinaire parce que c'est la bascule contre le monde des globalistes. Ce que moi j'appelle en fait la globaligarchie, c'est-à-dire ce sont des oligarques qui ont mis en place en fait une volonté de contrôle sur toutes les populations dans le monde entier. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce conflit perdure depuis maintenant presque 2 ans et demi.
Donc, pour en revenir à mon expérience ukrainienne, je Attendez, suppose... vous avez terminé, vous avez fini sur les commentaires que vous vouliez donner sur... c'est vrai que de toute façon, ça ne sert à rien de trop en dire pour l'instant. On aura le temps de le commenter à l'avenir, absolument. Tout à fait, parce qu'on n'a pas tout à fait les éléments. Hein. Voilà. Donc, Thierry Laurent Pelé, juste Pelé, par contre, vous avez ce qui est extrêmement intéressant, et c'est en effet amusant de vous avoir justement au moment où cet événement a lieu, c'est qu'avant d'être en Ukraine, vous avez bien connu les États-Unis, et comme vous l'avez dit, avant même Maïdan, vous étiez déjà introduit dans un certain nombre de cercles d'intelligence en tout genre, qui vous donnaient une perspective de champ, et puis en même temps des informations que tout le monde ne peut pas partager, et que vous avez décidé de partager à un moment donné. D'ailleurs, moi j'aurais presque envie de vous poser comme première question, au travers de cette expérience, dont vous pouvez vous étendre un peu pour nous dire ce que vous avez fait aux États-Unis avant. On est très intéressé aussi par tout cet aspect-là pour planter vraiment le décor et pour donner envie aux auditeurs de lire cet ouvrage, justement. Eh bien, ma question en fait est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé pour à un moment donné vous exprimer, alors qu'il y a tellement d'entrepreneurs, il y a tellement de chefs d'entreprise, à votre place, il n'aurait certainement pas agi, il ne se serait certainement pas exprimé, exposé, comme vous l'avez fait. Vous le dites à un moment donné, vous êtes projeté littéralement dans ce monde qui vous est pour partie inconnu. Quand on sait, et puis vous allez peut-être nous le dire, les risques que l'on peut courir quand on s'exprime, quand on a vécu en Ukraine, ou quand on vivait en Ukraine et qu'on commence à parler les dangers que peuvent encourir ceux qui s'expriment, parce qu'il y a une omerta, il y a une mafia, il y a tous ces aspects-là dont vous allez pouvoir nous parler. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous exprimer et à ne pas continuer tranquillement finalement à faire des affaires? Alors c'est très simple. Vous savez, quand vous vous retrouvez catapulté dans un coup d'État, puisque ça s'est passé sous ma fenêtre, j'habitais Malaya Jitomarovskaya Piat, c'est 50 mètres de Maïdan. Et j'ai vécu en Ukraine en paix. Une partie de mon team était basée en Russie, en Biélorussie, en Ukraine, et jamais personne n'a montré aucune animosité les uns envers les autres. Alors, dans les médias, on vous a tous vendu l'unicité de l'Ukraine. C'est une erreur monumentale, parce que l'Ukraine, vous avez différentes populations, c'est une espèce de patchwork géopolitique dû à l'histoire de ce pays qui n'a d'ailleurs jamais existé avant 1990. Donc vous avez, dans l'ouest de l'Ukraine, vous avez des Polonais, vous avez des Hongrois. Dans le sud-centre, vous avez des Roumains. Au centre, des Ukrainiens. À l'est, des Russes, essentiellement. Dans le sud aussi, région d'Odessa, Kherson, Nikolaïev, c'est essentiellement russe. Et la Crimée qui est totalement russe. Je peux en parler assez savamment, puisque j'ai passé 3 étés en Crimée, et quand les gens avec qui je discutais me disaient qu'ils étaient russes, je ne comprenais pas très très bien. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour intégrer, en fait, la façon dont le pays s'était constitué, sa sociologie, la façon dont les religions se répartissaient au sein du territoire, les mentalités, c'est-à-dire en fait comprendre ce que c'était que l'Ukraine véritablement. Donc, catapulté dans ce coup d'État, vous imaginez un petit peu le choc psychologique que ça a été pour moi, parce que quand vous voyez qu'au sein de vos propres équipes, les gens commencent à se disputer, vous avez les gens qui s'insultent. J'ai même eu un de mes développeurs qui un jour a dit, de toute façon, s'il y a 4 babouchkas, c'est-à-dire grand-mères, qui se font tuer dans le Donbass, c'est pas grave, tant que moi je peux voyager en Europe sans avoir besoin de visa. Alors que mon assistante, toute la famille de mon assistante vivait à Lugansk. Vous imaginez un petit peu le désarroi et la difficulté à laquelle j'ai été confronté quand il a fallu que je gère tout ça. Quand, bien sûr, Maïdan a explosé, il faut voir le niveau de violence qui a été développé sur cette place, c'était terrible. J'ai été confronté à certains événements absolument épouvantables. Vous avez... dans ma rue, par exemple, Malaya Jitomarskaya, vous aviez la caserne des Berkut, c'est-à-dire les CRS ukrainiens.
Ces gars-là ils étaient nassés le long de la poste et les gens les bombardaient à coups de cocktail Molotov. Ils ont tué une centaine de policiers. Si cette chose-là s'était déroulée en France, vous auriez tout le monde dans la rue et personne qui aurait accepté ce qui s'est passé là-bas. Sachant bien sûr que Yanukovych, la veille de ce clash monumental, avait accepté toutes les conditions de l'Union européenne, y compris celle d'organiser des nouvelles élections et de démissionner. Donc en fait, ce clash monumental n'aurait jamais dû avoir lieu. La raison pour laquelle il a pris place, c'est que les gens qui l'ont organisé voulaient en fait un clash tellement violent qu'il y aurait une séparation entre les russophones et les ukrainophones. D'ailleurs, nous avons des clichés absolument extraordinaires d'Andrei Paroubi à la sortie de l'hôtel Ukraina qui discute avec les snipers. Et si vous regardez le film Ukraina on Fire, qui a été tourné par Oliver Stone et Igor Lopatonok, on voit cette scène où vous avez Paroubi qui fait partie de Maïdan et qui discute avec les snipers. Donc, cet événement-là a créé ce que moi j'appellerais un incident diplomatique, d'une part, mais surtout un incident, comment je pourrais appeler ça, pas républicain parce que c'est associé à la France, mais constitutionnel. Parce qu'il faut aussi rappeler que lorsque Yanukovych accepte les conditions, il a des porte-garants, dont Laurent Fabius, qui signe justement cette nouvelle possibilité de régler le conflit. Laurent Fabius participe activement à la signature de cet accord avec Yanukovych. Et là, c'est un coup d'État constitutionnel, effectivement. Constitutionnel, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ça ouvre une boîte de Pandore. Parce que si on accepte ce qui s'est passé à Maïdan, on peut l'accepter en France. Il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'en face d'un socialiste que vous désignez si bien par la personne de Laurent Fabius, qui avons-nous? Tiani Bok, cofondateur du premier parti néo-nazi ukrainien. On a Yatsenyuk, dont le grand-père faisait partie de la SS Galice. Et bien sûr, Klitschko, le fameux boxeur. Donc, moi, quand je vois ça, je suis quand même un peu choqué parce que, étant républicain, je me dis que ce sont des choses qui sont inacceptables. Par la suite, quand je rentre en France, je suis invité à différents forums après avoir publié un document qui m'a valu les pires problèmes, notamment avec la CIA, parce que j'ai commencé à être... j'ai publié en fait un document sur LinkedIn et j'ai commencé à être agressé de manière systématique avec des menaces de mort, etc., au point qu'il a fallu que je me cache. Pendant 3 mois, j'ai disparu de la circulation. En Ukraine? Vous étiez en Ukraine à ce moment-là? Non, là j'étais rentré en France. D'accord. Voilà. Alors, la raison pour laquelle je me suis autant exposé, c'est que, 1, on a détruit mon business. 2, on a détruit 10 ans de ma vie. Oui. Parce que j'ai quand même investi dans ce pays de manière considérable. J'ai créé des jobs, j'ai participé à une vie sociale, à des projets sociaux. Vous étiez dans quel domaine, si ce n'est pas indiscret? Informatique. Oui. Informatique. J'avais un pôle de développeur, je cherchais des projets un petit peu partout dans le monde. Et donc, j'avais constitué cette équipe qui développait ces projets. Et ensuite, on distribuait nos projets à nos clients. Donc, la raison pour laquelle je me suis autant exposé, c'est que j'ai des amis à la suite de Maïdan qui ont été torturés, d'autres qui ont été assassinés, notamment dans la région d'Odessa, le fameux 2 mai 2014, parce que j'ai habité quand même 3 ans à Odessa et 6 à Kiev. Et manque de bol pour ces gens-là, c'est que un de mes bons amis a été l'avocat qui était en charge de l'enquête à l'intérieur du building des syndicats. Le SBU l'a menacé avec Pravi Sector et il a été obligé de quitter son pays parce que sinon il se faisait assassiner, lui et sa femme, sa fille. Donc, étant confronté à ce type d'événement, d'une violence absolument épouvantable, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a eu Maïdan, il y a eu Odessa, mais ça a été partout en Ukraine. C'est-à-dire ils ont mis en place une épuration ethnique, une épuration journalistique,
une épuration média, c'est-à-dire que vous n'aviez plus aucune opposition politique à cette junte qui avait été constituée au sein de Kiev. J'ai notamment un de mes amis qui s'appelle Spartak Golovachev, qui était team leader de l'équipe de freediving. Attention aux anglicismes, on est sur Radio Courtoisie, la radio francophone. Alors, donc traduisez, s'il vous plaît, pour nos auditeurs. Le team, vous savez, quand on n'a pas pratiqué une langue pendant très longtemps, c'est quand même difficile de revenir à sa langue initiale. C'est l'équipe d'apnée olympique. D'accord. Donc, lui était d'origine de Kharkov. Il était contre le coup de Maïdan, et on peut le comprendre, puisque de toute façon, c'est un gouvernement qui a été imposé de force. Parce qu'il ne voulait pas parler ukrainien, parce qu'il était contre ce coup d'État, il a été arrêté par le SBU et ils l'ont torturé pendant 3 mois. À la suite de quoi, quand j'ai entendu qu'il avait été arrêté, j'ai écrit à un des ministres de l'époque pour le faire libérer. C'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont assigné à résidence, et à la suite de quoi, j'ai pu rentrer à nouveau en contact avec lui, et il me racontait ce qui se passait dans les geôles du SBU. Notamment qu'il lui avait cassé les bras à coups de marteau, il lui avait brûlé des cigarettes dans le dos, ils obligeaient certains détenus à boire de l'urine, et même pire. Et je ne veux pas en parler parce que c'est vraiment écœurant. Mais c'est important. Voilà. C'est important qu'il y ait ces témoignages. Vous savez, en regard de tout ce qui s'est passé dans le pays, et j'ai beaucoup d'amis aussi dans le Donbass qui me racontaient ce qui se passait, notamment les horreurs qu'ont perpétrées le bataillon, parce que vous savez, ce coup de Maïdan a été orchestré, bien sûr, par l'oligarchie ukrainienne, mais ils se sont appuyés sur différentes factions néo-nazies qui ont été entraînées aux États-Unis. Et l'information m'est venue de Rosine Gajouï, qui était une proche de Trump, que j'avais rencontrée avant les élections américaines de 2016. Donc j'étais à Paris à cette époque, j'étais en présence de 2 députés européens. Et Rosine nous avait expliqué, pendant la passation avec McCain, comment en fait ils avaient entraîné ces gens-là dans un camp d'entraînement de la CIA en Arizona, et les avaient renvoyés sur Kiev pour pouvoir en fait renverser Yanukovych. Donc c'est là où j'ai commencé à avoir une meilleure vision du puzzle et de comprendre exactement ce qui s'était passé. Et donc pendant 10 ans, j'ai cumulé un certain nombre d'informations, de telle manière à ce que j'ai pu avoir une meilleure compréhension des tenants et aboutissants, et surtout qui avait organisé quoi, comment et avec qui. C'est ainsi d'ailleurs que, par hasard, mais vraiment par le pur des hasards, sur ma page Facebook, je tombe sur le profil d'un gars. Alors, il avait posté un truc à propos de Maïdan, et je ne sais pas comment ça a atterri sur ma page. Et je commençais à dérouler la pelote de fil, la pelote de laine, pardon. Et je m'aperçois qu'il était à la tête d'une ONG, qu'il était en relation avec une ONG polonaise qui s'appelait Open Dialogue Foundation, toutes les deux étant reliées à Open Society de Soros. Sur le site de l'ONG polonaise, je découvre dans le financement, parce qu'ils publient leur PNL, je découvre que des gens comme Paroubi, comme Yarosh, qui étaient les fondateurs de partis néo-nazis en Ukraine, ont été financés par ces gens-là. Et donc, de ce fait, on s'aperçoit que ce sont les entités extérieures qui sont liées à Soros qui ont financé tous ces groupes. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle les Macron Leaks qui sortent. Et je télécharge un certain nombre d'informations qui ont disparu parce que j'ai ma tablette qui est tombée en panne et manque de bol, tout était dedans. Mais j'ai regardé quelques copies d'écran. Et c'est là où je tombe sur une copie d'écran qui lui donne rendez-vous dans un café à Paris pour lui exposer tout ce qu'il faisait sur Maïdan. Avec bien sûr le fait qu'il était déjà en place pendant l'été 2013. Donc ça veut dire que ces gens-là ont été directement liés à l'organisation du coup d'État. Donc vous voyez, il y a une espèce de convergence d'informations qui ont fait que je me suis rendu compte qui était impliqué dans cette histoire. Alors, il est vrai que pendant les différents forums auxquels j'ai participé, on n'a pas manqué de me poser un certain nombre de questions, notamment
le forum de la région de Danube, dans lequel j'ai pu rentrer en contact avec un des conseillers du Premier ministre de Malaisie. Et ça a été très, très intéressant parce qu'on avait collecté avec mon ancien voisin, qui était français et qui était en charge de la sécurisation des aéroports de 8 pays, des pays CIS. Okay, donc, il a pu collecter le pré-rapport du MH17 et on a mené enquête. Je me suis même déplacé à Dnipropetrovsk pour collecter certaines informations, ce qui m'a valu d'être arrêté par les services secrets ukrainiens. Alors voilà, il y a l'épisode où vous êtes arrêté par les services secrets ukrainiens. Je vous laisse juste terminer, parce qu'après, il faut qu'on passe un petit bobino et on revient tout de suite après. Je vous laisse quand même terminer cette séquence et après, on passe le bobino, Thierry. Ah, c'était extraordinaire parce que les gars ont déboulé dans mon hôtel à 5h30, 6h du mat', flingue à la main, et m'ont demandé de les suivre. Alors, j'ai pas paniqué sur le moment, j'ai pris ça assez cool. Et il me disait que je faisais partie de la police des frontières. À Dnipropetrovsk, en plein centre de l'Ukraine, les frontières sont un peu loin quand même. Et donc, je leur dis qu'ils se foutent de moi. Et je commence à les prendre de haut en leur disant, écoutez, je sais très bien qui vous êtes, vous devez faire partie certainement du SBU. Et je me pose la question, pourquoi vous voulez m'arrêter? Parce que franchement, j'ai rien à voir dans votre histoire. Donc, il m'embarque au headquarter, au siège du SBU, et là, je passe à l'interrogatoire, les caméras au-dessus de la tête, enfin, c'était infernal. J'ai pas paniqué, mais par contre, je les ai mis sous une pression absolument incroyable, parce que j'ai trouvé là une opportunité extraordinaire. À cette époque, il y avait un nom qui circulait de Vladislav Volochin, qui était censé être un pilote qui volait le jour où le MH17 a été descendu. Et il se trouve que quand j'invoque ce nom, je vois les caméras qui commencent à s'affouler au-dessus de ma tête, et le type qui est en mode panique. Et il dit, vous restez ici, je reviens. Et là, pendant plus d'1h30, il s'en va, et il revient, et il me dit, voilà, nous allons vous obliger à signer une lettre comme quoi vous allez quitter l'Ukraine, et vous ne reviendrez plus jamais. À la suite de quoi, on vous laissera partir, mais de toute façon, on fera en sorte que vous quittiez le territoire. Et effectivement, pendant les 4 jours où je suis rentré sur Kiev, sachant que dans le bus dans lequel j'étais a été arrêté par une voiture de Pravi Sector, ils se sont mis en travers de la route et se sont mis derrière moi. Quand les 2 gars sont entrés, il y en a un qui avait un pistolet Glock à la main, l'autre une machette, et je peux vous dire qu'à ce moment-là, j'ai pensé que j'allais être assassiné et que c'était mes dernières heures. Donc, ils m'ont mis sous pression, ils ont voulu faire joujou un petit peu avec moi. Et arrivé à Kiev, j'ai pu m'enfuir du bus assez rapidement, de telle manière à ce qu'ils ne puissent pas me suivre. Mais ils ont pu retrouver ma trace certainement par triangulation avec mon téléphone, puisque pendant 3 jours, j'étais suivi toute la journée. Le dernier jour, avant de prendre l'avion pour Borispol, il y a un type qui arrive dans un café, je suis en haut de Maïdan, sur un petit café qui est juste à gauche du McDonald's, qui a une espèce de molosse qui arrive et qui m'assène un coup de poing dans la colonne vertébrale au niveau des vertèbres C3, C4. Et depuis, d'ailleurs, j'ai perdu la mobilité de 3 de mes doigts de la main gauche. Voilà. Donc, rentrer en France, c'est là où j'écris ce fameux rapport, et qui m'a valu des ennuis absolument colossaux avec des menaces de mort, etc. Eh ben, on va y revenir sur ce rapport Thierry Laurent Pellé. Je rappelle votre ouvrage en auto-édition Ukraine, entrepreneur espion malgré lui, tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ah, on revient tout de suite, chers auditeurs, après ce très court bobino. Vous êtes à nouveau en direct, si j'ose dire. En tout cas, nous sommes dans les conditions du direct. Dans ce livre journal de géopolitique profonde, préalablement enregistré, nous sommes en plein cœur de l'été, mais nous sommes présents et bien évidemment, cette émission est totalement originale. Hein. C'est un contenu qui n'est jamais passé sur Radio Courtoisie. Donc nous sommes en compagnie de Thierry Laurent Pellé. Je rappelle son ouvrage dans ce livre journal de géopolitique profonde. En auto-édition, Ukraine, entrepreneur espion malgré lui, tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Donc, chef d'entreprise aux États-Unis, puis en Ukraine. Il nous a expliqué
ressentis et ses témoignages sur le coup d'État, la révolution, c'est en tout cas comme ça, de couleur, c'est présenté comme ça en Occident, qu'aurait été Maïdan en 2014, sachant qu'il y avait déjà eu une première révolution de couleur en 2004. Mais en tout cas, celle de 2014 est le coup de maître qui réussira, avec les conséquences que l'on sait à terme. Il va vouloir commencer à alerter Thierry Laurent-Pellé, évidemment, sur la situation et ce qui est à craindre pour l'Occident. Avant de lui rendre la parole, j'aimerais qu'on ait un peu les commentaires du studio, et en particulier de Laurent Arthur Duplessis. Qu'est-ce que vous inspire tous ces propos de Thierry Laurent-Pellé et quelles questions éventuellement vous souhaiteriez lui poser? Eh bien, les propos de Thierry Laurent-Pellé, qui sont un témoignage vécu de ces événements, confirment amplement la thèse je dirais, des agissements de la CIA notamment, et donc de l'État profond américain, pour installer le désordre en Ukraine et pour installer une herse, notamment entre l'Europe et la Russie, en disloquant l'Ukraine et en installant un antagonisme avec la Russie. Et notamment, le témoignage de notre interlocuteur montre la très grande brutalité des services ukrainiens et leur pratique assidue de la torture. Et je dirais que ça montre aussi, par contre-coup, le cynisme de la CIA, qui est leur service de tutelle, si je peux dire, leur service de renseignement de tutelle, et qui, manifestement, ne les dissuade pas de pratiquer la torture, etc. Donc, ce témoignage est très précieux parce que c'est un témoignage vécu. Lara, vous intervenir avant de redonner la parole à Thierry. Moi, j'ai quand même une mémoire, et ce qui est étrange, c'est que lorsque le conflit a commencé, l'opération spéciale a commencé, pendant des semaines, on avait des centaines d'images de gens qui étaient scotchés contre les arbres et que les passants frappaient. Et aucune de ces images n'a filtré dans nos médias. Oui. Alors c'était d'une barbarie absolue, c'est-à-dire que l'humiliation qui est pratiquée sur des citoyens, par leurs propres concitoyens, oui. Parce que là c'est rabaisser la personne plus bas que, je ne sais pas, c'est pire qu'un animal, la façon dont ces gens-là étaient traités. Il passait des gens qui, soi-disant, étaient pro-russes, il passait des gens qui, soi-disant, étaient voleurs, sans jugement, sans rien, des gitans, famille entière, avec la tête badigeonnée de zélone, que ça s'appelle, hein, le truc vert comme l'éosine, mais en vert, badigeonner les visages entièrement. C'était d'une barbarie sans nom, c'était insupportable, et aucune de ces images n'a filtré dans nos médias pour montrer l'état de défaillance de la société ukrainienne et des citoyens ukrainiens face à ce qu'on appelle la justice et le traitement des humains. Voilà. Oui, et bien hélas, les médias du système, alors en France, de manière particulièrement intensive, les médias du système sont univoques, et il est vrai qu'aux États-Unis, c'est un peu plus varié. Il y a un petit peu plus de diversité éditoriale. Mais alors en France, c'est véritablement claquemuré complètement. Et heureusement qu'il y a les médias de la contre-culture, si je puis dire, comme Radio Courtoisie, Géopolitique Profonde et d'autres encore. Heureusement qu'il y a ces médias-là pour essayer de lutter contre ce totalitarisme médiatique du système qui semble plus radical que jamais. Il y a quand même un petit bémol, c'est-à-dire par rapport entre la France et les médias alternatifs et ce qui se passe aux États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, quelqu'un qui est
comme Tucker Carlson Oui. se sépare en fait même de Fox News, qui semble être un média d'opposition, il est quand même milliardaire, le type. C'est-à-dire qu'il a la capacité aujourd'hui d'engager ses propres journalistes, ses propres enquêteurs, etc. Il peut produire des reportages, chose qui est absolument impossible avec nos médias alternatifs aujourd'hui en France. C'est-à-dire c'est le média du pauvre, et c'est l'information de la plus pauvre en soi. C'est ça qui est frappant quand même. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Et c'est là où on voit que la France, du point de vue médiatique, c'est une boîte à chaussures. Une boîte à chaussures. Je dirais juste en bémol, pour ne pas donner l'impression de basculer systématiquement dans le même camp et de prêter le flanc à la critique comme quoi on serait finalement les jouets d'une certaine propagande, que ce que vous avez relaté, Lara, je ne parle pas de ce que Thierry Laurent Pellé a relaté, où on n'était pas du tout en guerre encore, hein, attention. Hein. Donc ça, c'est ça qui est le plus choquant, moi, je dirais. Il y a ce que l'on peut faire en guerre, et ce que ou en période de libération, rappelez-vous ce que la France a fait, les femmes au crâne rasé, etc. Hein. Les humiliations, on n'est pas les derniers, à nouveau, en France, à avoir commis ce genre d'actes, des actes plus que délictueux, criminels. Mais il y a ce qui a été fait avant, qui montre bien qu'on est loin d'avoir affaire à un système autoritaire, dictatorial qui s'attaque à une belle démocratie. C'est ce que Thierry Laurent Pellé, justement, tend à nous montrer. De ce qui a été fait, ce que vous relatez là, c'était quand même une fois l'opération spéciale commencé. Oui. Donc il y a quand même une différence de fonctionnement d'une société. On peut nous raconter ce qu'on veut, mais la société ne fonctionne pas de la même manière en guerre et en paix. Non ? Oui, mais enfin, Nicolas, je ne vois pas quel est le rapport avec une famille gitane accrochée à un arbre et le conflit, l'opération spéciale russe, la guerre avec la Russie, etc., l'agression russe, tout ce que vous voulez dire. Quel est le rapport ? Dans l'histoire, en fait, il faut être barbare à l'origine pour que toute cette barbarie sorte de cette manière-là le moment venu. Vous c'est autorisé. Merci. Voilà, on va redonner la parole à Thierry Laurent Pellé. C'est dommage et c'est le gros problème de ces émissions à distance, où nous avons des personnes en plateau, donc je suis obligé de faire des bulles, en quelque sorte, de temps en temps dans le plateau, pour redonner ensuite, parce que c'est difficile d'être dans l'interactivité avec notre invité en Zoom. Mais néanmoins, voilà, vous avez entendu, Thierry Laurent Pellé, nos réactions. Vous pouvez interréagir avec nous si vous le souhaitez, et puis ensuite continuer votre récit. Alors, Lara a noté quelque chose d'important qui fait référence au passé de l'Ukraine pendant la Deuxième Guerre mondiale, et notamment avec les nationalistes comme Roman Sushkevich et Bandera Stepan, qui ont été des véritables bouchers, qui sont responsables quand même de 1,4 million de juifs, de Russes et de Tziganes qui ont été assassinés pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec une collaboration avec la SS Galice Das Reich Division, est absolument épouvantable. Alors, ce qui m'a le plus choqué en Ukraine, c'est à partir de 2016, quand ils décident d'ériger Stepan Bandera comme un héros national. Et là, vous avez quelque chose de terrible qui s'est passé, c'est qu'ils ont rebaptisé une des avenues, l'avenue principale de Kiev qui longe la Dniepr, avenue Stéphane Bandera, sur lequel vous voyez toutes les enseignes européennes, comme vous avez Ikea, Decathlon, Auchan. Et qui débouche sur Babillard, le mémorial Babillard. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que Babillard pour les auditeurs ? C'est le monument de commémoration d'un événement terrible qui s'est déroulé le 29 et le 30 septembre 1941, pendant lequel ces monstres ont assassiné 33 771 juifs. Donc vous avez une avenue au nom du boucher de ces gens qui ont été assassinés. Imaginons que demain, Emmanuel Macron décide de renommer les Champs-Élysées je ne sais pas moi, l'avenue Klaus Barbie ou l'avenue Maurice Papon. Est-ce que ça serait acceptable ? Est-ce que vous pensez que la gauche française accepterait ce genre de choses ? Je ne pense pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis érigé contre ce qui se passait dans ce pays, parce que ce qui s'y passe, ce ne sont pas des valeurs républicaines. Ce ne sont pas des valeurs universelles.
c'est la résurgence du nazisme et son érection en termes de héros. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Alors quand j'entends tous ces journalistes de plateau disant que ces gens-là sont en train de se battre pour nos valeurs, je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est complètement antinomique avec ce que nous représentons. J'ai 2 de mes grands-pères qui se sont battus contre les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on regarde ce qu'eux ont fait en termes de sacrifice, il est hors de question que j'accepte qu'on puisse m'associer, on regarde mon passé familial, qu'on puisse m'associer à ce genre de choses. Alors, les gens ne le savent pas, mais au début de l'opération Z, vous avez 2 ONG israéliennes, en fait, qui font partie du Mossad, il ne faut pas se leurrer, qui s'appelaient Abad et Laïleyev, qui ont exfiltré toutes les populations juives de la région de Jytomyr. Et ça, aucun média ne l'a souligné. Parce que dans cette région, dans laquelle il y avait un rabbin français qui s'appelait Mendel, je ne me rappelle plus le nom. En 2016, il y a un rabbin français qui a été assassiné dans cette région par les factions néo-nazis de Pravi Sector. Donc, on voit des gouvernements européens qui aujourd'hui ferment les yeux sur ce qui est en train de se passer dans ce pays, alors qu'en fait, dans leur propre pays, ils dénoncent des gens comme Marine Le Pen étant extrémistes, étant d'extrême droite, de tout ce que vous voulez. Je n'ai pas encore vu Marine Le Pen se balader dans les rues de Paris avec une svatika en guise de brassard. Alors, il y a une petite information que les gens ne savent pas et que je vais vous délivrer ici. C'est que la raison pour laquelle Donald Trump a décidé de geler le conflit, ne voulait plus entendre parler de ce qui se passait en Ukraine, c'est que les sociétés Oujmash et Oujnoï, qui étaient situées à Dniepropetrovsk, se sont retrouvées le bec dans l'eau après le Maïdan, puisque leurs clients étant l'armée russe, les Russes ne faisant plus confiance en ces gens-là, ont décidé une rupture de contrat. Donc, se sont retrouvés sans travail. Et on parle de 4200 employés. Vous pouvez repréciser les entreprises? Oujmash. Oujmash Oui, et Oujnoï. Voilà, c'est les machines, la fabrication de tout ce qui est machinerie. Machine-outil Oui, Non, machine-outil. pas du tout. Oui. Non. Oujmash, c'est les systèmes balistiques de missiles, ça n'a rien à voir. ICBM. D'accord. Et Oujnoï, c'est l'intégration technologique. D'accord. Donc, qu'a fait Kolomoïski, qui était à la tête de la région, puisqu'il était le président de la région de Dniepropetrovsk, il est parti en Corée du Nord, pardon, et il a vendu la technologie chez eux. Donc, quand je remonte l'information à Général Vallely, il en parle à Trump, et Trump dit « Terminé, je ne veux plus entendre parler de ces gens-là ». Et c'est la raison pour laquelle, pendant les épisodes de Charlie, le président Trump ne salue pas Poroshenko. Donc, le conflit ukrainien, pendant la gouvernance de Trump, a été complètement gelé, et ça a empêché, en fait, les globalistes de continuer leur projet démoniaque, de pouvoir faire tomber le pouvoir de Vladimir Poutine, parce que le but ultime, en fait, il y avait plusieurs buts dans le conflit ukrainien. La première, c'était une destruction des chaînes de supply entre la Chine et l'Europe. La deuxième chose, c'était la destruction totale de l'économie européenne pour pouvoir repositionner les États-Unis. La troisième raison, c'est l'accès aux ressources naturelles, c'est-à-dire mettre la main sur toutes les ressources de la Russie. Oui. Et donc, balkanisation de la Russie, telle que le Rand Institute l'avait projeté. La quatrième chose, c'était la gestion de la dette. C'est-à-dire que à partir du moment où ils pouvaient avoir accès aux ressources, eh bien, ils pouvaient encore soutenir la dette parce que les États-Unis sont dans une situation économique extrêmement grave. Niveau de dette américaine aujourd'hui, en regard du positionnement de la Russie et de tous les pays du Grand Sud qui l'ont rejoint, se retrouve dans une situation où la dette ne sera plus soutenue. Et dans les 10 ans à venir, on peut s'attendre à un effondrement total de l'économie américaine. Or, aujourd'hui, on a quand même besoin d'une certaine balance entre les puissances. On ne peut pas en avoir une qui
prennent le dessus sur l'autre, comme ça a été le cas jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'on avait l'Ouest qui dominait tout le reste, et notamment, bien sûr, avec à la tête les États-Unis. Et aujourd'hui, on a une contrebalance avec la Russie et le Grand Sud. Et le 5e axe sur lequel il travaillait, c'était le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Russie était tombée, il pouvait, après avoir considéré l'Europe comme une espèce de laboratoire à ciel ouvert, et on voit tous les mécanismes qui sont implémentés aujourd'hui pour pouvoir mettre les populations sous contrôle, notamment le programme ESG. Vous en avez entendu parler ou pas? Non, vous allez nous en dire quelques mots si vous voulez bien. Voilà. Alors, en anglais, c'est l'acronyme pour Environment, Social Governance, c'est-à-dire une gouvernance sociale et environnementale. Ah oui, c'est la raison pour l'équivalent du pass social, oui, bien sûr. Oui. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent l'ESG. Et vous avez des grands groupes financiers aujourd'hui qui ont injecté des sommes mais colossales pour pouvoir forcer les populations au changement que eux ont décidé. Quand vous entendez la rhétorique de Larry Fink en interview, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « nous forçons les changements ». C'est-à-dire qu'on n'explique pas aux gens les problèmes environnementaux, on leur dit le problème environnemental, c'est ça, et maintenant vous allez agir comme ça. Or, tout ça, c'est une sombre fumisterie. Parce que j'ai assisté à des réunions au sein de l'OSCE, dans lesquelles j'entendais le responsable du soi-disant réchauffement climatique, des règles à implémenter pour pouvoir arrêter tout ça, me dire à table, on sait que c'est des conneries, mais de toute façon, ils payent bien. Voilà ce que j'ai pu entendre au sein de cette organisation. Vous pensez qu'il y a un lien, parce que finalement, si je vous suis bien, il y a un lien entre un certain narratif de guerre, on pourrait parler d'un autre narratif sur lequel on ne s'étendra pas trop, mais qui est le narratif aussi de la crise sanitaire, et que ces narratifs, finalement, débouchent sur ce que vous nous dites, c'est-à-dire non seulement ce contrôle des populations et une façon d'avoir une emprise sur les peuples. Pour vous, c'est lié, c'est-à-dire que la raison finale de ce qui se passe en Ukraine, c'est pas seulement de l'opportunisme, c'est que c'est ça qui est en jeu. C'est bien la liberté, fondamentalement, des peuples, et entre autres des peuples européens, mais des peuples, je dirais, soumis, tous les peuples soumis justement à ces mondialistes que vous dénoncez. C'est ça? Tout à fait. Et je vais vous en donner la preuve d'une manière extrêmement simple. Oui. Vous savez comment on aurait pu éviter ce conflit? Ça aurait pris exactement 1 minute. On a envoyé Macron voir Zelensky en lui disant, voilà, tu vas appliquer les accords de Minsk. Oui. Si tu ne les appliques pas, le funding pour l'Europe, c'est terminé. Et vous vous débrouillez avec la Russie. Oui. Ça s'arrêtait de suite. Parce qu'en regard du niveau de corruption qu'on peut rencontrer en Ukraine, et je peux en parler pendant des heures et des heures si vous voulez, je peux vous dire une chose, c'est que si vous leur fermez le robinet, aujourd'hui, en tout cas même bien avant l'opération Z, leur économie s'effondrait immédiatement. Pourquoi? Qui a financé pendant, je dirais, de 1992 à 2014, qui a financé le fonctionnement de Kiev? L'agriculture, d'accord, mais ce n'est pas la ressource principale. La ressource principale, c'est toute l'activité minière, gazière et pétrolière qui était développée dans la région du Donbass. Et donc, il faut revenir un petit peu en arrière pour comprendre la façon dont ce pays a été constitué. Les bolcheviks, après la révolution de 1917, ont décidé de rattacher le Donbass à l'entité RSS Ukraine de telle manière à ce qu'elle soit viable au niveau économique. Ouais. Parce que si vous regardez une carte de l'Ukraine avec Google Maps, vous allez vous apercevoir quoi? C'est qu'il n'y a que des champs. Donc en fait, la véritable valeur ajoutée de ce pays pour pouvoir tenir son économie, c'est le port d'Odessa, qui représente 85% des entrées et sorties, mais surtout toute l'activité minière qui permettait à tous ces gens-là, en fait, de pouvoir vivre décemment. Notamment un des oligarques qui tenait les rênes de toute l'activité dans cette région, qui est Rinat Akhmenov, qui aujourd'hui vit dans le 16e arrondissement à Paris.
Il y en avait deux, Kolomolski et Akhmetov, qui faisaient la guerre. L'un est juif, l'autre est tatar. Donc aucun des deux n'est ukrainien dans l'histoire. Oh, faut pas dire ça sur un juif, Lara. Je ne retiens pas ce que vous dites. Alors attention, parce que il est ukrainien. Kolomolski a 3 nationalités, il a 3 passeports. Il a un passeport israélien, un passeport chypriote et un passeport ukrainien. Et selon la législation ukrainienne, vous ne pouvez pas accéder à un poste à responsabilité civile si vous avez double nationalité. Et un jour interviewé à la télé, il répond à un journaliste, mais de toute façon, mon cas ne rentre pas en considération, puisque de toute façon, j'ai 3 passeports. Mais vous imaginez le délire. Voilà. Donc, à partir du moment où les régions du Donbass se sont séparées complètement de Kiev, qu'est-ce qui s'est passé ? L'économie ukrainienne s'est complètement effondrée et c'est l'Union européenne avec des fonds gigantesques qui ont été injectés qui ont pu soutenir en fait leur PIB. Mais si vous regardez l'avant-Maïdan, Yanukovych avait amené le PIB à 120 milliards de dollars annuels. Après le coup de Maïdan, ils sont descendus à quelque chose comme 50 ou 60. Et à partir du moment où l'Union européenne a décidé d'intégrer l'Ukraine pour des raisons géopolitiques, mais surtout stratégiques, parce que tous les cadres de l'Union européenne, et notamment dans la Commission, font partie de cette mafia globo-oligarque, eh bien, le PIB du pays s'est envolé à 200 milliards de dollars. Mais c'est ce que moi j'appelle une croissance externe, mais artificielle. Bien sûr. Parce qu'il suffit que les fonds s'arrêtent et c'est terminé. C'est la raison pour laquelle je dis, si on avait voulu que ce conflit ne se développe pas, il fallait dire à Zelensky, c'est les accords de Minsk où ça s'arrête. En 1 minute, c'était réglé. Le seul problème, c'est que avec les nationalistes et toutes les factions néo-nazis, il faut voir comme ils sont violents, ces gens-là. Hein. J'ai eu affaire à eux, je peux vous dire que ce n'est pas de la rigolade. À partir du moment où il aurait dit on va négocier avec la Russie, on va exécuter les accords de Minsk, le lendemain, il était assassiné. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une grande difficulté de résolution de ce conflit, c'est que vous avez toutes les factions néo-nazis qui ont été intégrées à l'armée de telle manière à ce que ça ne fasse pas tache d'huile d'un point de vue de la projection médiatique européenne. Ces gens-là tiennent les ficelles et à partir du moment où les gens ne veulent pas se battre, ils sont assassinés. Je connaissais un jeune de la Légion étrangère qui voulait partir en Russie pour se battre pour Wagner. Et du fait de problèmes de passeport, il n'a pas pu y aller, sans douille, est parti se battre pour Karpathen-Sir. C'est-à-dire, c'est les factions néo-nazis de Pravi Sector. Il m'a raconté ce qui se passait au sein de ces unités. Mais c'est de la folie totale. Il a été obligé de perpétrer des crimes de guerre en tuant des civils et me disait, si je ne le faisais pas, il y avait un mec derrière qui me tirait dessus, qui me tuait. Au bout de 8 mois, il a craqué complètement, il est rentré en Pologne et c'est à ce moment-là qu'il est rentré en contact avec moi à nouveau. D'ailleurs, je lui ai passé un savon pas possible, je lui ai promis de ne pas révéler son identité, mais je peux vous dire une chose, c'est que je l'ai en travers du gosier quand même. Hein, parce qu'il connaissait mon positionnement, il savait ce que je pensais de ce pays, et j'aurais jamais cautionné le fait qu'il puisse partir aller se battre avec ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle il me l'a caché jusqu'au moment de son retour. Merci Thierry Laurent Pellé. Courte intervention, Laurent Arthur Duplessis, pour un échange avec notre invité principal. Et Lara, si vous voulez intervenir. Je dirais, moi, en tout cas, toujours pour essayer de maintenir cet équilibre, c'est que des crimes de guerre, et en étant heureusement qu'il y a justement ces médias alternatifs comme Radio Courtoisie ou Géopolitique Profonde pour les révéler, pour dire qu'il y a ces crimes de guerre tout à fait atroces aussi du côté ukrainien. Je n'ai pas besoin de dire qu'il y en a du côté russe, c'est suffisamment évoqué ad nauseum par l'ensemble des médias mainstream. Donc il nous faut aussi rétablir un équilibre. Mais là, aujourd'hui, eh bien, c'est important aussi d'apporter ces éléments de témoins directs de ce qui a pu se passer. Absolument. Et alors, je retiens tout à fait ce que dit notre invité sur
l'action des néo-nazis sur Zelensky, c'est-à-dire qu'il est leur otage et de toute façon, il est complètement ligoté par eux. Et je crois que Zelensky est de plus en plus dans une impasse. Je ne serais pas étonné qu'à un moment ou à un autre, il soit assassiné. Alors, serait-il assassiné à ce moment-là par les néo-nazis ou bien par la CIA qui en aurait marre de lui? Mais enfin, je pense que ça pourrait se faire. Lara, une intervention courte. Non, à ce stade-là, je pense que je suis tout à fait d'accord avec vous. Zelensky ne pouvait pas faire autrement. Et Macron, au lieu de partir voir Poutine, aurait pu aller voir Zelensky. Effectivement, on se rappelle de cette entrevue avec Poutine, avec cette énorme table. À ce moment-là, ça ne servait à rien d'aller voir Poutine. Il y avait bien d'autres mécanismes à mettre en place pour éviter à ce que la guerre ne commence. Thierry Laurent-Pellé, c'est à vous. Alors, à ce propos, j'ai une petite anecdote à vous raconter qui est quand même assez significative de l'hypocrisie, de l'époque hypocrite dans laquelle nous vivons. Plusieurs jours avant l'éruption du conflit, le général Valéry m'appelle et me dit « Écoute, il faut que tu analyses certaines vidéos qu'on a reçues et que tu nous dises si Vladimir Poutine a l'intention d'attaquer en Ukraine. » Donc, il m'envoie ces fameuses vidéos. Et là, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'en fait, ces trains, en regard de l'exposition au soleil, ces trains partaient de l'ouest et allaient vers l'est. Je dis, écoute, je pense que c'est un peu ridicule, parce que ces trains-là sont ukrainiens. Qu'est-ce qu'il y a à l'ouest du Donbass? L'ouest du Donbass, je suis désolé, c'est l'Ukraine, c'est Kiev. Alors qu'en 2015 et 2016, mon frère qui est marié avec une Russe, était dans la région de Krasnodar, dans sa belle famille, et voyait bien sûr les trains chargés de matériel militaire qui partaient de l'Est et qui allaient à la frontière de Krasnodar vers le Donbass. Et donc, toutes les bases russes, en tout cas à la frontière, étaient déjà bien achalandées. Donc, à ce moment-là, la Russie n'avait pas besoin d'emmener des troupes, puisqu'elles étaient déjà sur place depuis un moment. Donc, je dis, écoute, je pense que ça va se passer de la façon suivante. Fin janvier, la droite de la Douma et l'extrême gauche demandent à reconnaître les républiques du Donbass, puisque les accords de Minsk n'ayant pas été implémentés et qu'ils étaient caducs depuis décembre 2015, si mes souvenirs sont bons, ils ont demandé la reconnaissance de ces républiques qui subissaient des bombardements systématiques depuis presque 10 ans. Vladimir Poutine ne voulait pas le faire. Et la raison étant, c'est qu'il savait très bien que ça allait déclencher un conflit. Donc, quelques jours avant le conflit, il fait acheter par son département de finances un nombre de bonds américains avec une somme du style de 2 ou 3 milliards de dollars. Si vous avez l'intention d'attaquer, vous n'allez pas acheter des bonds de la partie adverse. Ce n'est pas possible. Le 20 février, l'armée ukrainienne recommence à bombarder les républiques du Donbass, notamment Lugansk et Donetsk, de manière massive. Et là, il se retrouve acculé, il est obligé de reconnaître ces républiques. Donc le 22, il signe les accords d'association et de reconnaissance de ces républiques. Il y a 3 volets dans ces accords. Vous avez l'accord social-culturel, les accords économiques, et les accords sécuritaires du style OTAN, avec une espèce d'article 5. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont bombardés, si les présidents de ces républiques demandent l'intervention de la Russie est obligée d'intervenir. Et c'est ce qui se passe le 24 quand Kiev continue à bombarder ces républiques. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez Pachensky, je crois. Non, comment il s'appelle les 2 présidents de Lugansk et de Donetsk qui demandent l'intervention de la Russie, et c'est ce qui se passe. En plus de ça, si on s'en réfère aux accords de Minsk 2, de l'article 20... Pardon? Non, Pouchiline, non, c'est... Pouchiline, voilà, c'est ça. Si on regarde les articles 20-22, stipulent et qui ont été reconnus par l'ONU, ils stipulent que si l'Ukraine recommençait à attaquer ces républiques-là,
la Russie se réservait le droit d'intervenir. Donc, qu'est-ce que fait Vladimir Poutine à ce moment-là? Il exécute les accords de Minsk. Et on nous dit, dans les médias, partout, et on nous rabâche du matin jusqu'au soir, à la gobel, la Russie a envahi l'Ukraine. Non, c'est pas vrai. Ils ont exécuté les accords de Minsk. Point. Et maintenant, il faut que cette hypocrisie s'arrête et que les gens reconnaissent leurs torts et reconnaissent leurs responsabilités. Et qu'ils regardent la réalité et la vérité en face. Parce qu'à partir du moment où ils la regarderont en face, eh bien, on aura la capacité de pouvoir résoudre ce conflit. Et je voudrais conclure de la façon suivante, c'est que en citant le président Jacques Chirac. Jacques Chirac disait dans la diplomatie, c'est le fait de marcher avec les chaussures de votre interlocuteur pendant toute la journée pour comprendre quel est son problème. Quand est-ce qu'un leader européen a chaussé les chaussures de la Russie pour comprendre quels étaient leurs problèmes? Parce qu'à la sortie, en fait, ce n'est pas une question d'un conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est un problème de sécurité de la Russie. Je demandais à Général McInerney ce qu'il penserait si la Russie installait des batteries de missiles Iskander, soit à Terlinga au Mexique, ou à Tijuana. Sa réponse a été immédiate. Ça n'arrivera jamais. Donc à partir du moment où Kiev décide d'installer des batteries de missiles et d'appartenir à l'OTAN, c'est comme si on vivait une crise de Cuba à l'envers. C'est ça. Voilà. Donc, ça pourrait mal finir. Et ça pourrait mal finir. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, malgré le fait que l'incident de ce matin, enfin, c'est même pas un incident, c'est une tentative de meurtre de ce matin, c'est quelque chose de terrible. Il y a quelque chose de bon là derrière. C'est que je suis absolument certain que Trump va reprendre les rênes du pays, va s'entendre, va permettre une résolution et qu'on puisse arrêter ce massacre. Lara, vous vouliez dire quelques mots? Oui, non, mais je pense que le piège pour la Russie, il s'est refermé aussi au moment où il y a eu la décision d'attaquer Kiev. Là, cette partie-là, elle a permis à l'Occident de créer au fait que l'Ukraine a été envahie, malheureusement. C'était un très mauvais calcul, à mon sens. Je rappelle... Non, en fait, c'est pas... Non, je suis pas d'accord. Et je vous ai expliqué ce que ça voulait dire d'un point de vue stratégique. Ils voulaient libérer le Donbass. Donc, si vous comprenez un petit peu l'art de la guerre de... Non, mais je comprends l'art de la guerre. Je parlais juste de la symbolique, en fait. Cette symbolique-là a permis de dire que... donc, on est d'accord que c'était nécessaire, mais malheureusement, c'était le piège. C'est même pas que c'est nécessaire, c'est que c'était une manière de fixer une partie de l'armée ukrainienne à Kiev. Parce que s'il avait véritablement voulu prendre Kiev, c'était pas avec une colonne de chars. Hein. Il fallait envoyer 200 000 mecs. Pourquoi? Parce que Kiev, c'est une ville de 4 millions d'habitants. Et on ne prend pas une ville de 4 millions d'habitants avec une colonne de 5 000 mecs. C'est pas possible. On est bien d'accord. Très bien, cette émission tend à sa fin. Ce que j'ai aimé dans cette émission, c'est qu'on en dit finalement très peu sur l'ouvrage de Thierry Laurent Pellé. Et ça, c'est très bien parce que ça ne peut qu'inciter les auditeurs à l'acheter. Parce que, je vais vous dire, on aurait pu évoquer les nombreux laboratoires, les découvertes. Hein, et il en parle beaucoup des découvertes des laboratoires en Ukraine spéciaux qu'on nous avait cachés, et ce qu'on pouvait y faire dedans, et ce qu'ils ont pu couvrir comme activité. Tout ça, et bien d'autres, aussi ce vol Malaysian Airlines, sur lequel Thierry Laurent Pellé a un certain nombre d'informations totalement confidentielles, méconnues, voire inconnues, totalement inconnues de l'opinion publique. Tout ça, vous l'avez dans son ouvrage, dont je rappelle qu'en auto-édition, mais vous pouvez le retrouver, on peut, j'imagine, Thierry, l'acquérir via Amazon, via tout un tas de canaux sur Internet. Son ouvrage, donc, Ukraine, entrepreneur, espion malgré lui, tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Tout ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, on sait bien qui ils sont, ce « ils » au pluriel,
eh bien vous allez apprendre, vous allez le savoir en lisant cet ouvrage. Vous vouliez ajouter quelque chose, Lara? Non, je voulais dire au revoir aux éditeurs. Eh ben ça, et vous, Laurent, est-ce que vous avez un mot de conclusion? J'aurais plein de questions à poser, mais ce sera peut-être pour une autre fois. Ce sera certainement pour une autre fois. Merci en tout cas de vous être rendu disponible un dimanche 14 juillet. Nous vous savons en lieu de villégiature, on ne dira pas où, parce que vous êtes quelqu'un qui malheureusement est menacé, et on a bien compris pourquoi, Thierry Laurent Pellé, mais je sais que profitez-en bien, profitez de vos vacances, je pense que vous en avez assez peu en tant qu'entrepreneur. Merci en tout cas de vous être rendu disponible pour Radio Courtoisie et Géopolitique Profonde. Alors, juste une petite parenthèse, c'est que je suis en relation avec un gentleman qui risque de prendre la tête du service du ministère de la Justice aux États-Unis. Et il m'a demandé de me mettre en disponibilité pour aller témoigner de ce que j'ai découvert en regard des laboratoires d'armes biologiques en Ukraine. Et si ça se faisait, je peux vous garantir qu'il y aura un certain nombre d'individus qui vont mal dormir. Eh ben, tant mieux s'ils dorment mal. Nous, ça nous permettra peut-être de mieux dormir, justement. Et ça, c'est très bien. Un grand merci. Oui. Un grand merci, Thierry Laurent Pellé. Un grand merci à tous pour cette émission. Lara, Laurent, Arthur Duplessis et à la technique, évidemment, Jocelyn. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute et à la semaine prochaine sur Radio Courtoisie. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système. On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.